Assalamu alaikum, cher professeur Ousmane Kane. Assalamu alaikum, chers invités, cher public, cher Abda. Bienvenue donc sur Amani TV, la télévision panafricaine qui brille par sa vision et par son engagement à faire rayonner par des contenus instructifs et de haut niveau la pensée des intellectuels africains. Donc merci Abda de faire prospérer cette chaîne. Certains moments en télévision sont précisément des moments où l'on sent qu'une conversation plus vaste est en train de se nouer sous nos yeux. Ce soir, nous allons vivre précisément l'un de ces moments. Cette émission est le 3e acte d'un triptyque. Un triptyque sur la transmission, cette mystérieuse opération par laquelle une civilisation ne meurt pas, mais se transforme, se déforme, se reforme et parfois se réinvente. Rappelez-vous, d'abord nous avons reçu le philosophe Abdoulaye Elimane Kane. Avec lui, nous avions médité sur la figure de la Grande Royale, dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Une femme debout au cœur du pays Yalobé qui tranche en faveur de l'école nouvelle, non par renoncement au sien, non par fascination pour l'étranger, mais par une lucidité souveraine. Ce que je veux, c'est que nos enfants apprennent à lier le bois au bois. La transmission comme décision, comme coup d'audace, comme pari sur l'avenir. Puis vint le philosophe Souleymane Bachiriagne, dont la pensée chemine entre les monades de Leibniz, la durée de Bergson et les écoles coraniques au Sénégal. Avec lui, nous avons exploré la transmission comme entêtement rétrospectif. Entre entêtement rétrospectif, cette nostalgie qui embaume le passé et le fige dans une perfection morte, et prospective, une ouverture qui le féconde en le confrontant à ce qui n'est pas encore. Il nous a offert une leçon précieuse. La tradition n'est pas un trésor qu'on enferme dans un coffre. C'est un feu qu'on déplace, qu'on nourrit, qu'on expose au vent sans le laisser s'éteindre. Aujourd'hui, nous accueillons le 3e homme, celui qui va nous permettre d'opérer un décentrement radical. Le professeur Ousmane Oumar Kane, titulaire de la chaire Prince Al-Walid bin Talal d'études islamiques contemporaines à l'université Harvard. Pardonnez-moi, mon anglais n'est pas bon. Donc, je vous présente toutes mes excuses pour tout. Ni mon anglais, ni mon arabe ne sont bons. Donc, si je me trompe, vous voudrez bien me pardonner. C'est son thème, votre thème, professeur. Et c'est tout le sens de votre présence parmi nous. Votre thème, c'est les intellectuels non neurophones et la transmission des savoirs et des valeurs. Ce thème, je l'ai voulu assorti d'un impératif que j'ai fait mien. Un impératif qui claque comme un étendard, qui est décentrer les regards. Pour comprendre votre itinéraire, professeur Ousmane Kane, il ne suffit pas d'énumérer vos titres, vos diplômes, vos distinctions. Elles sont innombrables. Il faut tendre l'oreille vers un récit plus ancien, plus intime, plus vertical. Un récit qui commence bien avant les amphithéâtres, bien avant toutes les universités d'Amérique, dans le ventre doux et savant du Sénégal. Un récit de femmes. Et voilà qu'un premier fil se tisse, puissant, avec la Grande Royale de notre première émission. La première université, votre première université, n'avait ni mur, ni diplôme, ni bibliothèque de briques. Elle avait un cœur qui battait au rythme du dhikr, la remémoration de Dieu. La famille, votre famille, du côté maternel, je n'ai pas exploré le côté paternel parce qu'il y avait tellement de choses déjà à dire du côté maternel, vous inscrit dans l'une des plus illustres lignées d'Afrique de l'Ouest contemporaine. Votre mère, Cheikha Oussaïda Mariama Niasse, est une figure intellectuelle et spirituelle de premier plan. Elle est la fille du vénéré Cheikh Ibrahim Niasse, fondateur de la Faïda Tidjaniya, un grand renouveau soufi qui, depuis Kaolack, a essaimé partout en Afrique, jusqu'au Nigeria, jusqu'au Soudan, jusqu'aux communautés africaines américaines. Cheikha Mariama n'est pas seulement l'héritière de cette tradition, elle en est une actrice vive, une enseignante, une transmettrice de la science de l'âme.
Dans la cour familiale, la connaissance n'était pas une abstraction sèche réservée aux hommes. Elle était une sève, une eau claire que les femmes puisaient à la source et versaient dans l'âme des enfants. C'est cette transmission matricielle, cette pédagogie de l'incarnation qui vous façonnera à jamais un regard unique. Votre mère représentait cette figure de l'érudition incarnée, celle qui murmure les poèmes soufis à l'oreille de l'enfant qui s'endort, celle qui enseigne l'éthique en racontant la vie du prophète comme une histoire de famille. C'est là que tout commence, dans ce legs où la foi, la raison et la poésie ne font qu'un. De cette bibliothèque intime, organique, à la plus grande bibliothèque universitaire du monde, le pas est immense. Ousmane Kane le franchit avec la détermination tranquille du bâtisseur. Sciences Po Paris, doctorat à la Sorbonne, puis Harvard. Il ne s'y installe pas en visiteur. Il y déplace les colonnes du temple. Professeur Ousmane Kane est l'auteur de multiples ouvrages que nous n'allons pas citer ici. Juste quelques-uns. Muslim Modernity in Post-Colonial Nigeria, c'est bien prononcé, en 2002. Islam et islamisme au sud-est, au sud du Sahara, en 1998. En 2021, les Sénégalais d'Amérique, qui est une traduction, je pense, d'un ouvrage plus ancien en anglais. Et votre œuvre majeure, enfin une de vos œuvres majeures, parce qu'elles sont nombreuses, Beyond Timbuktu, redessine entièrement la carte de l'intellectualisme africain. Vous nous parlez de Tombouctou, du Fouta Toro, du Kanem Bornou, de l'Aïr. Vous nous montrez que l'Europe se proclamait unique centre du savoir. Des milliers, pendant que l'Europe se proclamait ainsi, des milliers de juristes, de théologiens, de mystiques, de poètes africains, en arabe, en peul, en wolof, en soninké, produisaient une pensée d'une complexité époustouflante. Ces intellectuels, vous les appelez non-europhones. Non pour les enfermer dans une essence exotique, mais pour briser le monopole linguistique de l'épistémé européenne. Ousmane Kane, vous leur rendez leur place au centre. Mais alors, que devient la transmission des savoirs et des valeurs lorsque l'on cesse de la mesurer à l'aune unique des lumières européennes? Que signifie véritablement décentrer les regards? S'agit-il d'ajouter des penseurs oubliés au musée de l'histoire universelle, ou bien est-ce la notion même d'universel qui vacille et qui se recompose? C'est là tout le sens que va prendre notre échange. J'ai prévu plusieurs questions auxquelles vous répondrez ou auxquelles vous ne répondrez pas, parce que ces questions, je les ai puisées en fait dans l'épaisseur de votre œuvre. Vous décrivez un vaste réseau de circulation des idées entre l'Afrique, le Maghreb et le Moyen-Orient. L'histoire intellectuelle africaine est-elle par essence connectée et cosmopolite? Faut-il encore parler d'intellectuels non europhones ou repenser entièrement la géographie de l'universel? De Paulin Outonji à Ngugi wa Thiong'o, à Achille Mbembe et Talal Assad, plusieurs questions se posent. La transmission que vous étudiez est-elle simplement une répétition ou une tradition discursive vivante? Où se loge la créativité et l'innovation dans les chaînes que vous avez exhumées? Une question plus intime se posera, parce que je suis... Les femmes, partout il y a les femmes, moi, ça m'intéresse. Vous avez souligné, et ça m'a beaucoup intéressé dans votre œuvre, le rôle majeur des femmes et rendu hommage à votre maman. Pourtant, les sources écrites restent massivement masculines. Comment ne pas trahir la parole des femmes qui n'ont pas laissé des traces directes? Votre récit n'est-il pas, malgré lui, là c'est un peu provocateur, une reconstruction qui risque encore d'édulcorer leur autorité? Mais enfin, vous y répondrez, je pense, avec plaisir. Et pour renouer le fil avec notre triptyque, Abdoulaye Elimane Kane nous a parlé de la Grande Royale, qui tranche pour l'école étrangère. Souleymane Bachir Diagne nous a mis en garde contre l'entêtement rétrospectif. Vous qui êtes le gardien d'un immense héritage non europhone, comment éviter que sa redécouverte ne devienne
un entêtement rétrospectif, celui que dénonçait le professeur Souleymane Bachir Diagne. Comment transmettre les valeurs de l'islam sahélien sans les momifier? Où est dans votre champ d'études la Grande Royale, si elle existe? Où est la décision courageuse qui tranche dans le vif du passé pour ouvrir un avenir? Ce sont des pistes que nous allons emprunter ce soir, car l'enjeu, il est vertigineux. Et je l'ai ressenti au moment où j'ai lu, picoré, quelques-uns des savoirs que vous avez disséminés dans votre œuvre. C'était tellement vertigineux que je me disais, mais il me faudrait une autre vie encore pour essayer d'aller jusqu'au bout. Il s'agit de faire entendre que l'intelligence humaine n'a pas attendu les lumières européennes pour s'exercer. Que dans les sables du Sahel, des hommes et des femmes ont forgé des outils conceptuels, des trésors spirituels, des éthiques de vie. Et que ces trésors, exhumés par des chercheurs comme vous, ne sont pas des vestiges archéologiques. Ce sont des propositions de sens pour notre présent désorienté. C'est le legs d'une mère. C'est la mission d'un professeur. C'est l'invitation à décentrer nos regards pour peut-être mieux apprendre à voir. Pour vous avoir souvent écouté et lu dans d'autres cercles d'humanité, je sais que le titre de professeur vous sied à merveille et que votre langage sait rendre limpides les horizons les plus complexes. Professeur Ousmane Kane, c'est avec une grande attention que nous nous apprêtons à vous écouter. J'ai l'honneur de vous céder la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu renoncer à le repos du week-end pour venir assister à cet entretien. C'est un très grand honneur et un très grand plaisir de vous voir ici. Je voudrais aussi remercier mon jeune frère Abdawan, n'est-ce pas, pour m'avoir invité à intervenir ici à Amani TV. Comme il l'a dit avant l'émission, nous nous sommes rencontrés il y a plus de 20 ans à l'Université de Columbia à New York, où il était étudiant en études internationales, où j'étais professeur en études internationales, avant que je change de carrière, parce qu'après je suis devenu autre chose, comme vous avez dû vous en rendre compte. Et donc nous avons maintenu le contact depuis. Il m'avait parlé, n'est-ce pas, de ce projet de création de cette chaîne, n'est-ce pas. Et c'est vraiment un très grand plaisir de voir que ce rêve s'est réalisé au-delà de nos espérances. Et la qualité des émissions et des intervenants, n'est-ce pas, sans parler bien sûr des animateurs et animatrices comme Fatimata, donc fait de cette chaîne vraiment quelque chose de très unique et une source d'information très précieuse et aussi un forum de redécouverte, n'est-ce pas, de notre tradition et lui-même, n'est-ce pas, a présenté, ou en tout cas la chaîne a présenté beaucoup de portraits de lettrés que moi je ne connaissais pas, de lettrés africains traditionnels que je ne connaissais pas, en dépit de tout ce que j'ai fait comme recherche sur l'érudition islamique. Donc vraiment, c'est un très grand honneur et un grand plaisir de pouvoir participer, n'est-ce pas, à ce travail énorme que fait Amani TV pour la mise en valeur de notre patrimoine. Mais last but not least, je voudrais aussi remercier Fatimata, que j'ai connue dans un autre forum, n'est-ce pas, puisque nous sommes tous les deux membres d'une association des amis de Sada Kane et avons souvent échangé et nous sommes souvent avons souvent participé à des rencontres scientifiques et tous ces événements m'ont fait, n'est-ce pas, découvrir son œuvre et adhérer donc aux membres, adhérer au club de ses fans. Donc,
Merci beaucoup, Fatima. Le résumé que vous avez fait, n'est-ce pas, de ma trajectoire et de mon travail, je pense que je n'aurais pas pu faire un résumé aussi clair, et donc merci beaucoup. Et vous avez posé aussi un certain nombre de questions très pertinentes, j'essaierai d'y répondre. Mais en commençant par la première, comment est-ce que mon origine familiale a façonné, ou en tout cas contribué à orienter ma carrière? Vous avez dit à juste raison que ma mère donc, est une lettrée, une enseignante, et son père aussi est un lettré, un grand enseignant. Mais mon père aussi avait été instituteur, avait été enseignant. Et le père de mon grand-père, qui s'appelle El Hadji Abdoulaye Niass, donc mon grand-père El Hadji Ibrahima Niass, son père El Hadji Abdoulaye Niass, aussi était un très grand lettré, du tournant du 20e siècle. Et il est de la même génération que des lettrés comme Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Sidi Hadj Malick Sy et d'autres. Et en fait, il a été très proche de Cheikh Sidi Hadj Malick Sy. Ils étaient des très grands amis. Ils sont décédés la même année, 1922. Et lorsqu'il avait eu des problèmes avec l'administration coloniale qui avait brûlé son village et l'avait forcé à quitter pour aller se réfugier en Gambie au début du siècle, donc c'est Cheikh Sidi Hadj Malick lui-même qui a intercédé en sa faveur pour qu'il puisse revenir s'installer à Kaolack, lui conseillant maintenant de rester dans un endroit où il pouvait être, n'est-ce pas, où on pouvait le voir, savoir qu'il se consacrait à l'enseignement, etc. Si bien qu'on ne pourrait pas l'accuser de subversion, ce qui avait causé, n'est-ce pas, l'incendie de son village et l'avait forcé à l'exil. Et donc ça veut dire qu'ils gardent des liens depuis très très longtemps, n'est-ce pas, des liens historiques. Et cet arrière-grand-père aussi était proche de Sayer Matiba, le fils de Maba Diakhou. Donc, et avant lui, son père aussi, qui s'appelle Mohamed, n'est-ce pas, était aussi un proche de Maba Diakhou, car il avait émigré avec d'autres lettrés pour venir au Saloum du Djolof où il était. Mais les liens sont encore beaucoup plus éloignés historiquement, car l'arrière-grand-père de mon grand-père Cheikh Ibrahima Niass, qui s'appelle Serigne Massamba Thiam, avait été le maître, avait enseigné Serigne Mame Maram Mbacké, qui se trouve être l'arrière-grand-père de Cheikh Ahmadou Bamba et de Cheikh Sidi Hadj Malick. C'est vous dire donc que les liens entre ces familles de lettrés sont très très anciens. Et l'histoire de l'érudition islamique africaine est très ancienne. Et comme j'avais, dans une certaine mesure, hérité de ce patrimoine donc, que je connaissais et que je savais pas très bien connu au sein de la plupart des intellectuels formés à l'école occidentale, que je sentais qu'il était de mon devoir de contribuer à le faire connaître. C'est ainsi que j'ai commencé ma carrière, parce que j'ai eu une maîtrise en études islamiques, un doctorat en sciences politiques. J'ai commencé ma carrière en enseignant la science politique à l'université de Gaston Berger pendant presque 10 ans, à l'université de Columbia, à l'école des études internationales pendant une dizaine d'années, où Abdawan a été mon étudiant. Mais pendant tout ce temps-là, j'œuvrais à mieux faire connaître cet héritage intellectuel par la collecte de manuscrits, par la préparation de catalogues de manuscrits. Et c'est ainsi que, au Codesria, où je suis devenu membre dans les années 90, donc je me suis rendu compte que, en dépit
de l'effort que le Codesria faisait pour, n'est-ce pas, créer des passerelles, des liens avec les intellectuels africains de différentes traditions, anglophones, francophones, lusophones surtout, en dépit du grand effort visant à bien mettre en évidence certains types de savoirs qui étaient connus, qui étaient africains, qui n'étaient pas très bien connus. Et je pense notamment à l'ouvrage collectif de Huntunji sur les savoirs endogènes qui a été publié dans les années 90. Au sein du Codesria, parmi les plus grands débats, parmi les débats en tout cas sur la production du savoir au Codesria, les intellectuels que j'ai appelés non-europhones, en tout cas arabophones pour la plupart, en fait, ne faisaient pas partie du débat. Alors, c'est ainsi que des amis comme Mamadou Diouf, Ibrahim Sall qui travaillaient au Codesria m'ont invité donc à produire un texte, n'est-ce pas, qui puisse être un projet de recherche sur ces intellectuels. Et ce texte-là, dont la recherche avait été parrainée par le Codesria, je l'ai intitulé « Intellectuels non europhones ». Le terme europhone, bien sûr, je ne l'ai pas inventé, c'est Kwame Anthony Appiah, dans un livre intitulé Dans la maison de mon père, en anglais, In My Father's House, un livre qui avait été très influent pendant les années 90, et, n'est-ce pas, dans lequel il analysait la production du savoir en Afrique, tout en reconnaissant qu'il y avait une histoire de production littéraire et philosophique au sein des Africains. Malgré tout, il défendait l'idée que la plupart des intellectuels africains étaient europhones, formés en langue occidentale. Au lieu de dire francophone, anglophone, lusophone, etc., il a préféré juste utiliser le terme europhone. Alors, moi, connaissant cette histoire de l'érudition en Afrique, de première main, d'abord parce que mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents et arrière-grands-parents étaient tous des lettrés musulmans et avaient écrit en arabe, avaient enseigné en arabe et dans les langues africaines. Et étant donné ma formation en études islamiques, et en tout cas en histoire et civilisation islamique, je savais que l'histoire de l'érudition islamique en Afrique subsaharienne remontait au moins à un millénaire. L'historien arabe Al-Bakri, écrivant au XIe siècle, avait dit que à Kumbi Saleh, qui est la capitale de Ghana, au XIe siècle, il y avait 12 mosquées, dont une mosquée pour la prière du vendredi, des imams, des juges, des imams salariés. Et donc, si c'était le cas, et c'est le cas, l'histoire de l'érudition en Afrique, de l'érudition islamique en Afrique, date au moins d'un millénaire. On sait que la première conversion royale de Wardiabi date du XIe siècle. Et donc, comme ces populations commençaient à adopter l'islam, même si l'adoption massive, en tout cas, est beaucoup plus tardive, 19e siècle, après les grands djihad, ça veut dire que donc, les populations, en tout cas les musulmans, enseignaient, étudiaient le Coran, ils étudiaient les sciences islamiques. Donc, sur la partie islamisée de l'Afrique, n'est-ce pas, qu'on peut, donc l'Afrique musulmane à peu près donc au-dessus de l'équateur, donc l'Afrique au-dessus de l'équateur, commençant pas par le Sahara, mais au-dessus de l'équateur, cette partie islamisée en Afrique, donc la transmission du savoir islamique date au moins de millénaires. Maintenant, il se trouve que les textes qui souvent servent de preuve, n'est-ce pas, de l'érudition islamique, ces textes, bon, il y en a qui n'ont pas pu être préservés, car
d'abord, ce n'était pas publié, c'était sous forme de manuscrits, copiés, recopiés, et certains s'étaient perdus. Mais on a des témoignages d'un lettré de l'Afrique subsaharienne qui, au XIe siècle, au XIIIe siècle, n'est-ce pas, avait composé un poème qui s'appelle Ibrahim al-Kanami, en hommage au souverain al-Mohad, n'est-ce pas, à la capitale de Marrakech. Donc ça, les vers qu'il a composés ont été préservés et publiés dans des encyclopédies arabes. Donc on sait qu'on avait des lettrés africains qui composaient au XIIIe siècle. On sait aussi qu'il y a des étudiants africains de l'Afrique de l'Ouest donc, qui allaient étudier au Caire, à Al-Azhar, au XIIIe siècle, car il y a une résidence qui avait été créée, n'est-ce pas, au profit de ces étudiants-là. Ces étudiants étaient souvent des candidats au pèlerinage, car à la différence de la période actuelle où on va prendre l'avion, on va faire le pèlerinage, on revient, avant l'érection des barrières coloniales, le pèlerinage était associé à une tradition de quête de savoir, d'érudition. Les lettrés quittaient leur pays avec l'objectif d'accomplir le pèlerinage, mais ils pouvaient transiter dans des centres d'érudition tout au long du pèlerinage, où ils pouvaient étudier, enseigner, écrire des manuscrits et les ramener chez eux. Et le cas typique, c'est celui de Ibn Battuta pour l'Afrique du Nord, qui a quitté son pays et a visité la plupart du monde, n'est-ce pas, des pays du monde, avant de revenir de son pays. Mais il y a aussi Cheikh Omar Foutiyou Tall, qui a quitté son terroir natal, qui a fait un long voyage et qui est passé au nord Nigeria, où il est resté, où il a vécu 7 ans, n'est-ce pas, où il s'est marié avec une fille de Mohamed Bello, la fille de Ousmane Danfodio. Il est allé à la Mecque, à Médine, il y est resté 3 ans. Et son érudition avait stupéfait ses interlocuteurs. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire ici, mais le temps ne le permet pas. Une de mes étudiantes qui s'appelle Farah Al-Sharif a terminé une thèse sur le kitab Rimah Hizb Rahim de Cheikh Omar Fouti en disant que c'est une des élaborations les plus sophistiquées de la théorie de sainteté dans toute l'histoire intellectuelle de l'islam. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, tout ça pour dire que la tradition du pèlerinage était associée à aussi la tradition de quête de savoir. Mais cette tradition aussi créait un espace discursif, c'est-à-dire un espace où les intellectuels pouvaient échanger. C'est ainsi que en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest, les livres, par exemple, du grand théologien Jalaluddin As-Suyuti, qui est donc co-auteur de Tafsir al-Jalalayn, l'exégèse des deux Jalal, ces livres étaient enseignés en Afrique pendant sa vie, pendant qu'il était vivant. Car le pèlerinage nous connectait au reste du monde musulman. Les pèlerins allaient faire le pèlerinage, ils séjournaient dans beaucoup d'endroits, d'où donc ce qui explique la création de cette résidence au Caire, à Al-Azhar, au profit des élèves du Borno. Et au XVIIIe siècle, il n'y avait pas une, mais il y avait 3 résidences sur les 25 d'Al-Azhar qui étaient réservées aux étudiants d'Afrique de l'Ouest. Donc ça veut dire que ce pèlerinage, d'abord, créer un espace discursif, permettait aux lettrés de circuler, d'acquérir des savoirs et de les enseigner à leur retour. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que on pouvait partout avoir accès aux textes vraiment cutting edge, aux textes les plus récents et des lettrés se déplacer donc dans cet espace discursif pour étudier, pour enseigner.
Et ça, c'est très important. Ça prouve aussi que, en fait, les Africains n'ont jamais été marginalisés comme on a voulu nous le faire croire, n'est-ce pas, en tant que lettrés. Ils ont contribué, n'est-ce pas, à tous les domaines du savoir islamique. Et ça, c'est sur une période vraiment de millénaire. Mais ce dont on est sûr maintenant, ce qu'on a pu préserver comme manuscrit, ça permet de dire qu'au VIe siècle, il y avait une tradition d'autorat, il y avait des gens qui écrivaient déjà, des Africains qui écrivaient ici, et des Africains de l'Ouest ou du Sud de Sahara. Donc ça veut dire, si on a cette très longue tradition, et une encyclopédie récente appelée Arabic Literature of Africa, ou en tout cas écrit arabe d'Afrique, du Soudan africain, ça veut dire de l'Afrique noire, a documenté des milliers et des milliers d'auteurs, n'est-ce pas, ayant produit dans ces langues. Et l'information dont nous disposons actuellement nous permet de considérer avec suspicion l'idée que la majorité des intellectuels africains sont europhones. Maintenant, on pourra revenir sur maintenant comment cette tradition a été préservée, ou si, est-ce qu'il y a un entêtement rétrospectif ou une posture tournée vers la prospective. On pourra y revenir plus tard. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une tradition qui, n'est-ce pas, est suffisamment ancienne et actuellement bien documentée pour dire que d'abord l'Afrique n'a jamais été à la périphérie du monde musulman. Peut-être qu'il existait des zones périphériques en Afrique par rapport à d'autres, mais il existait aussi des centres comme Tombouctou, comme Pire Sagnokhor, comme Kano, comme Djenné, il y avait beaucoup de grands centres, et les lettrés et les textes y circulaient facilement. Maintenant, il faudrait placer cette érudition, n'est-ce pas, dans le contexte de l'économie politique de l'Afrique à la période médiévale. Maintenant, les pays d'Afrique de l'Ouest sont considérés, en tout cas classés parmi les pays les moins avancés. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et l'essentiel de la période médiévale, donc à peu près 8e siècle jusqu'au 15e siècle, à peu près, 90% de l'or circulant dans les marchés mondiaux provenait d'Afrique de l'Ouest. Et parce que ces pays-là disposaient de ressources énormes, évidemment, il n'est pas surprenant qu'ils attirent des lettrés, des commerçants qui venaient d'autres régions du monde. L'empereur du Mali, Mansa Moussa, a effectué son pèlerinage au XIVe siècle. Il est passé au Caire. Il était accompagné, n'est-ce pas, d'un entourage de plusieurs milliers de personnes, a distribué des quantités d'or telles que le prix de l'or avait chuté. Cela avait été, n'est-ce pas, consigné par les historiens arabes et même par les historiens occidentaux, car la Mali est apparu dans une des cartes de du monde de géographes juifs européens au XIVe siècle. Maintenant, est-ce qu'un pays sous-développé, en supposant que le Mali était sous-développé sous le règne donc de Mansa Moussa, ou le souverain d'un pays sous-développé, peut organiser ce pèlerinage qui est le pèlerinage le plus spectaculaire de l'histoire, n'est-ce pas, qui a fait date. Il faut déjà maintenant on sait que les agences qui préparent le pèlerinage mettent 1 an pour mettre en place toute la logistique pour pouvoir faire le pèlerinage et revenir. Si on retourne à plusieurs siècles, au XIVe siècle, un souverain africain qui a pu organiser un tel pèlerinage avec une telle suite
aller à la Mecque, transitant au Caire, revenir, ramenant des lettrés et des livres qui ont été un facteur énorme du développement de l'érudition après, ça veut dire que ces pays-là n'étaient pas sous-développés. Ces pays-là n'étaient pas sous-développés. Ni des pays soi-disant traditionnels, car il faut un certain degré il faut des ressources, mais aussi un certain sens de l'organisation pour pouvoir organiser un tel voyage et revenir. Et donc, ça c'est juste un des exemples. Donc, pour comprendre l'érudition en Afrique, il faut aussi comprendre qu'il y avait des moyens, il y avait des choses qui pouvaient attirer les lettrés d'un peu partout dans le monde. Donc, pour donc terminer sur cet aspect, lorsque Harvard a décidé de créer une chaire sur l'étude d'une région du monde musulman, donc la chaire Islam et société musulmane contemporaine, il y avait le choix entre l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est. Et donc, ce qui intéressait les recruteurs, c'était l'étude de l'érudition islamique dans ces régions-là. Plusieurs projets de recherche avaient été proposés, des dizaines, et c'est le mien qui avait été retenu. C'est ce qui m'a permis... Merci beaucoup. Et donc, c'est en 2012 que j'ai quitté Columbia. Je n'étais plus professeur d'études internationales, mais à Harvard, j'avais la chaire donc, Islam et société musulmane contemporaine, mais j'étais aussi professeur de langue et de civilisation du Moyen-Orient et professeur aussi de langue et professeur d'études africaines et afro-américaines en raison de mes travaux sur la diaspora sénégalaise et les diasporas noires. Et donc, c'est là-bas que j'ai pu réorienter mon projet de recherche pour mettre en valeur davantage l'érudition islamique et que j'ai publié au-delà de Tombouctou, que j'ai publié après donc dans le prolongement érudition islamique en Afrique, nouvelle piste de recherche, etc. Donc en mobilisant une communauté et en formant beaucoup de doctorants qui ont travaillé sur l'érudition en Afrique pour mieux mettre en valeur donc, ce patrimoine. Ce patrimoine, donc, je l'ai hérité, mais j'ai essayé là-bas, avec les ressources qui étaient disponibles là-bas, à continuer à mieux les mettre en valeur jusqu'à présent. Donc maintenant, je suis professeur émérite, Fatimata, donc je suis le titulaire inaugural de cette chaire, mais je suis professeur émérite car j'ai décidé d'arrêter ma carrière pour revenir ici, au Sénégal, depuis 2 ans. Même si je garde l'affiliation avec l'université comme professeur émérite. Donc, j'ai répondu à un certain nombre de questions. Je crois qu'il y avait beaucoup de questions. Je vais essayer de me souvenir de certaines d'entre elles et d'y répondre. Je pense que vous avez parlé à un moment en faisant référence à Huntunji, d'extraversion des savoirs. Est-ce qu'il n'y a pas d'extraversion des savoirs? L'idée que donc, l'Afrique reste très dépendante du reste du monde en matière des grands centres de production des savoirs. Bon, ce qui est en partie vrai, surtout dans l'académie moderne, hein, mais aussi... pour ce qui concerne l'érudition arabo-islamique, on peut dire que la langue arabe, bon, après tout, c'est une langue étrangère en Afrique, on peut le dire. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les 2/3 des Arabes sont des Africains, ils ne sont pas des Asiatiques. Les 2/3 des Arabes sont des Africains et ils vivent entre le Maroc, la Libye, l'Algérie, une partie de la Mauritanie, la Tunisie, le Soudan, etc. Donc la moitié des Arabes vivent en Afrique. Donc ensuite, il se trouve que la langue arabe est la langue liturgique pour presque la moitié de la population de l'Afrique qui sont des musulmans. Donc ça veut dire, si on dit que l'arabe est une langue étrangère, bon, celui qui veut le défendre peut défendre cette idée et est libre de la défendre. Mais en tout cas, c'est
une des premières, en tout cas la langue, une des langues les plus usitées en Afrique. Et donc avant même, puis après bien sûr il y a Hausa, Pulaar, Kiswahili, etc. Donc cette langue-là, je pense, fait partie de notre patrimoine. Et c'est pour ça que je pense qu'il est bien de commencer par Ali Mazroui et son idée d'héritage triple quand on parle de l'Afrique contemporaine, car il dit que il y a 3 influences majeures qui ont façonné la culture africaine moderne. Ali Mazroui était un intellectuel kényan, n'est-ce pas? Un grand intellectuel panafricain. Il a dit qu'il y a 3 influences majeures qui ont façonné la culture africaine moderne. Il y a bien sûr les traditions indigènes africaines, il y a l'héritage islamique, il y a l'héritage occidental. Donc, ce qui veut dire donc que quand on parle de bibliothèque ou quand on parle d'intellectuel, il faut avoir en vue, n'est-ce pas, cette idée qu'il y a 3 grandes sources d'influence, qu'il n'y en a pas une seule. Maintenant, les Africains, et puisque vous avez parlé aussi de la puissance d'agir, ce qu'on appelle agency en anglais, la capacité des Africains, n'est-ce pas, de déterminer leur propre route. On a beaucoup parlé de la langue arabe, bien sûr, que les lettrés ont apprise et enseigné, mais ils ne se sont pas seulement, ou ils et elles ne se sont pas seulement contentés d'apprendre l'arabe, mais ils ont aussi utilisé le caractère arabe en déformant certaines consonnes pour rendre des sons qui n'existaient pas dans les langues africaines, pour produire un système d'écriture et une littérature abondante. Maintenant, si je vous demandais dans combien de langues africaines est-ce qu'une littérature adjami est attestée, vous diriez peut-être... Vous ne direz sûrement pas le nombre que je peux vous dire. Donc, la littérature adjami est attestée dans une centaine de langues africaines. C'est-à-dire qu'il y a 100 langues africaines pour lesquelles on a des preuves écrites qu'elles ont été transmises par le caractère arabe. Et en Afrique de l'Ouest seulement, la littérature adjami est attestée dans 29 langues africaines. L'essentiel, n'est-ce pas, étant en Pulaar et en Hausa, ce qui est largement l'héritage des mouvements de réforme du 19e siècle, car les lettrés du 19e siècle, n'est-ce pas, qui ont mené les grandes révolutions, pensaient que le savoir était quelque chose qui devait être partagé. Ce qui fait qu'ils ont écrit dans leur langue, ils ont écrit en arabe, ils ont écrit dans leur langue. Et à la question à une des questions, Fatimata, est-ce que je peux donner un exemple d'intellectuel non europhone? Bon, il y en a tellement. Bien sûr, ni la tradition arabe, ni celle adjami n'épuisent les intellectuels non europhones africains. Donc, mais on sait que, ne serait-ce que ces 2 traditions ont produit énormément, si bien que quand on parle de l'histoire intellectuelle en Afrique, ou de l'Afrique, quand on parle de remembrer les savoirs, c'est-à-dire faire de sorte que on puisse avoir une idée des différents types de savoirs qui existent, on ne peut pas ignorer ces intellectuels. Donc, lorsque j'ai écrit intellectuel non europhone, c'était pour dire que, attention, la tradition intellectuelle europhone date de 2 siècles. Exactement. C'est en 1827 que l'organisation missionnaire Church Missionary Society avait créé Fourah Bay College en Sierra Leone, à Freetown, pour former des catéchistes, des instituteurs et donc parmi les enfants des esclaves affranchis. Donc c'est de là que date cette tradition intellectuelle en langue occidentale. Puis après la colonisation au tournant du XXe siècle,
Bien sûr, il y a eu l'allemand, le français, l'anglais, le portugais, n'est-ce pas, ont été introduits. Et cette tradition a exactement maintenant 2 siècles. Maintenant, il se trouve qu'il y a une autre tradition qui est beaucoup plus ancienne. Et donc, on ne peut pas écrire l'histoire de l'Afrique sans tenir en compte cette tradition. Et on ne peut pas dire, sans le prouver, sans avoir besoin de le prouver, que la plupart des intellectuels sont europhones. Et je pense que ça, on l'a dit, mais ça n'a pas été encore prouvé. Et la preuve que cette tradition s'adapte, elle continue à se transformer, c'est précisément qu'au début du siècle, n'est-ce pas, avant, l'enseignement était essentiellement en arabe. Puis les Français ont créé, au début du siècle, en Mauritanie, au Mali, puis au Sénégal, des écoles franco-arabes. L'objectif de ces écoles était, n'est-ce pas, de pouvoir attirer des Africains qui ne voulaient pas aller à l'école occidentale. On les a formés pour servir de cadres, interprètes, enseignants, juges n'est-ce pas, dans le cadre de l'État colonial. Et les Africains se sont réappropriés cette tradition pour créer des écoles franco-arabes privées qui échappaient à l'administration coloniale, au contrôle de l'administration coloniale, et deviendront plus tard des foyers de contestation du colonialisme. Et ces écoles franco-arabes ont, n'est-ce pas, continué à se développer pendant l'essentiel de la colonisation. Et beaucoup d'associations islamiques et de lettrés ont aussi créé ce type d'école. Et puisque vous avez parlé de l'exemple de ma mère, elle avait commencé son école à l'avenue Maliksi où on habitait, donc dans notre maison patrimoine, où elle nous enseignait ses enfants et mes autres demi-frères et sœurs et des enfants du quartier. Donc c'est comme ça qu'elle commençait à nous enseigner le Coran et les rudiments n'est-ce pas, de la théologie islamique. Puis elle s'était rendue compte que pendant les vacances, il y avait beaucoup d'élèves, mais à la réouverture des classes, la plupart des élèves disparaissaient. Elle s'est dit, mais il faut faire quelque chose pour les retenir. Et donc c'est là qu'elle s'est dit, bon, il faudrait peut-être créer une école d'enseignement général qui puisse en même temps combiner l'éducation islamique et l'enseignement général, qui est un modèle en fait qui se développait dans le monde musulman, ce qu'on appelle le modèle de curriculum intégré. Et c'est ainsi qu'elle a pu, je ne dirais pas seulement retenir les élèves, mais en tout cas multiplier par 10 les recrutements dans le cadre d'une autre école qu'elle a créée. Et les associations islamiques ont créé beaucoup n'est-ce pas, d'écoles de ce type, d'écoles qui combinent l'éducation islamique et l'éducation générale, et ça a continué. Et le système ne cesse de se développer. En 1980, il n'existait qu'une seule université arabe islamique dans toute l'Afrique subsaharienne, c'était l'université de Oumoudurman au Soudan, en 1980. Ainsi, l'organisation de la conférence islamique, à l'époque c'était le nom, avant de devenir l'organisation de la coopération islamique, s'était dit que bon, puisqu'il y a beaucoup d'Africains qui envoient des étudiants poursuivre leurs études supérieures dans les pays du monde arabe, comme au Maroc, comme en Égypte, etc., dans le Golfe, pourquoi ne pas créer des universités islamiques? En 1974, l'idée avait été retenue de créer une université pour les pays anglophones basée à Mbale en Ouganda, et une autre université pour les pays francophones basés à Sey au Niger. Donc ces deux universités avaient été les modèles des premières universités islamiques en Afrique subsaharienne, ce qui pouvait recruter, n'est-ce pas, des étudiants pour les former sur place, qu'ils n'aient plus besoin d'aller aux pays arabes. Et maintenant, beaucoup d'autres institutions ont copié ce modèle, et il en existe maintenant des universités islamiques, des dizaines et des dizaines.
Et ces universités-là font, n'est-ce pas, une ouverture aussi sur le monde moderne, et beaucoup ont adopté le français et les autres langues, n'est-ce pas, d'enseignement. Et par exemple, l'université de Touba est dirigée par 2 anciens recteurs de l'université de Dakar et d'un autre qui avait été à Bombay, je crois. Donc, ce qui veut dire que ce savoir transmis, loin d'être dans une posture d'entêtement rétrospective, en fait, se tourne volontiers vers une posture prospective pour reprendre les termes de Souleymane Bachir. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais en tout cas, s'il y en a une autre, s'il y a d'autres auxquelles je n'ai pas répondu, avec plaisir que je répondrai. Merci. Vous avez répondu même au-delà de mes attentes. Merci. Au-delà de nos attentes, c'est tellement passionnant qu'on vous écouterait encore tellement, très très longtemps. Alors, vous avez répondu quasiment à tout, hein. J'en ai quelques-unes, parce que j'en ai prévu plusieurs, un peu pour vous piquer, et puis parce que j'aime la provocation un peu, et que je sais que toute provocation sera anéantie, aussitôt prononcée. Alors, ce que j'ai envie de savoir, c'est que nous parlons beaucoup de l'islam, c'est votre champ, mais la transmission des savoirs en Afrique, elle ne commence pas avec l'islam. Il existe une Afrique anté-islamique, des religions ancestrales, des initiations, des savoir-faire liés à la terre et aux ancêtres. Ces traditions ont-elles produit, elles aussi, des intellectuels non europhones? Est-ce que, par exemple, est-ce que ça commence avec l'islam, ou est-ce qu'avant l'islam, vous avez pu trouver dans vos recherches des intellectuels non liés ni à l'arabe, ni aux langues européennes? Est-ce que ce côté-là de l'Afrique ne risque pas l'effacement pur et simple? Est-ce que le décentrement du regard n'interroge pas aussi cette zone un peu sombre de notre savoir? Oui. Donc, excellente question. Et lorsque j'ai parlé de Ali Mazouroui et de l'héritage triple, c'était précisément pour dire que une meilleure façon donc d'aborder cette histoire intellectuelle et ces intellectuels est de voir qu'il y a plusieurs sources d'influence et qu'il n'y en a pas une seule ou même 2. Donc, bien sûr, on ne peut être spécialiste de tout, mais le livre de Huntunji, n'est-ce pas, sur les savoirs endogènes, donc, illustre cette catégorie auquel vous faites allusion, Fatimata, qu'il y a beaucoup de types de savoirs et de religions qui ont existé avant l'islam. Mais il faut aussi savoir que ces différents types de savoirs n'opéraient pas de manière isolée, n'est-ce pas? De même que les lettrés musulmans, en tout cas certains d'entre eux, ont adopté un modèle d'école franco-arabe, n'est-ce pas, sous l'influence, n'est-ce pas, de l'école moderne, pour réorganiser l'enseignement, car l'enseignement islamique précolonial, en fait, n'était pas organisé de la même manière. On parle beaucoup d'université, mais il n'y a pas d'université au sens moderne du terme, où, n'est-ce pas, il y avait un curriculum qui durait 3 ou 4 ans pour aboutir à donc, la délivrance de diplômes comme la licence et la maîtrise. Il n'y avait pas de bibliothèques universitaires, ça n'existait pas. Il y avait des lettrés très érudits qui enseignaient, et l'enseignement était considéré comme un service, il n'était pas payant. Ils enseignaient dans des mosquées
n'est-ce pas? Et moi, je me souviens de mon jeune âge, et même après, n'est-ce pas, où on pouvait aller pendant les ramadans écouter les grands lettrés qui faisaient l'exégèse du Coran, qui enseignaient. Donc, il enseignait dans des mosquées qui sont devenus des grands centres. Donc, Al-Azhar, par exemple, au Caire, n'était pas une université avant, quand on parle de plusieurs milliers d'années ou de plusieurs centaines d'années, c'était une mosquée avant la réforme. Donc, ces lettrés aussi enseignaient dans leur domicile. Ils avaient des bibliothèques, ils formaient des étudiants. La durée, par exemple, n'était pas déterminée de l'enseignement. On ne donnait pas des diplômes comme la licence ou la maîtrise, mais des certificats autorisant quelqu'un qui a maîtrisé un livre à aller l'enseigner. Donc c'est différent. Donc ce n'est pas qu'on donnait une licence de philosophie, mais un certificat de quelqu'un qui maîtrise la République ou le prince de Machiavel, etc. etc. Donc, voilà, Ijaz. Donc ce sont c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas un enseignement de haut niveau. C'était un enseignement de haut niveau, mais qui n'était pas organisé de la même manière que l'enseignement des universités modernes. N'est-ce pas? Mais au début du siècle, n'est-ce pas, en contact avec l'Occident, on a réorganisé l'école, donc en classe d'âge, certain nombre d'années où il fallait étudier, des diplômes qu'on délivrait, etc., etc. Tout ça, c'est quelque chose qui s'est passé donc, à la période moderne et qui prouve que les acteurs, en fait, sont en mesure de s'adapter, de proposer un produit qui est adapté à leur vie, etc., qu'ils ne vivent pas dans l'entêtement rétrospectif. Oui, donc c'est ce que je voulais dire. Maintenant, même les sciences traditionnelles, en fait, n'opéraient pas de manière isolée, car beaucoup de lettrés musulmans collaboraient avec les spécialistes, par exemple, de la pharmacopée et des plantes, pour créer des remèdes, n'est-ce pas, à certaines maladies qui combinaient à la fois le savoir islamique, les prières, les invocations et les plantes. Donc, ce n'est pas qu'ils ne collaboraient pas, ils ont collaboré. Donc, il faut voir qu'en fait, il y a plusieurs types de savoirs, il y a plusieurs types d'intellectuels, et des tensions entre ces savoirs, mais aussi une collaboration avec ces intellectuels. Et chaque savoir, les détenteurs de certains savoirs pouvaient influencer les détenteurs d'autres savoirs et vice-versa. Maintenant, il y a une question, si vous me permettez. Vous avez parlé de l'invisibilité des femmes, qu'on n'a pas suffisamment parlé des femmes. Ce qui est une bonne question, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est avoir la méthodologie appropriée pour pouvoir bien cerner le rôle des femmes dans cette histoire de l'érudition. Car les femmes n'ont pas été marginales. Moi, je pourrais prendre l'exemple de ma famille pour dire que mon grand-père, Cheikh Ibrahim Niass, a formé tous ses enfants, mâles comme des hommes comme les femmes, n'est-ce pas, leur a donné une éducation religieuse, mais celles qui se sont les plus distinguées en matière de l'éducation, en fait, ce sont les femmes. Je donne l'exemple de ma mère, mais avant elle, sa grande sœur qui s'appelle Seyda Rokhaya Niass, qui est lettrée, écrivain, enseignante, qui a créé des écoles, formé des milliers d'érudits, et une autre de leurs sœurs qui s'appelle Oumou Khayri Niass, qui est basée au Niger, et qui a aussi œuvré, donc qui a aussi réalisé une œuvre de la même envergure, formé beaucoup d'élèves, créé des écoles sur une période de 60 ans. Elle a vraiment œuvré énormément donc, dans le domaine de l'érudition. Donc voilà un exemple, et on pourrait bien sûr donner beaucoup d'autres exemples de femmes qui ont enseigné. Maintenant, pour la notion d'autorat et les manuscrits, on peut peut-être ne pas beaucoup voir de manuscrits qui ont été signés par les femmes.
Beverly Mack, une chercheure américaine, donc dans un chapitre écrit dans le livre The Meanings of Timbuktu, donc coordonné par le professeur Suleiman Bachir Diagne et Shamil Djepi, elle a écrit un chapitre sur les femmes au nord du Nigeria et au Maroc au XIXe siècle, où elle a démontré qu'il y avait beaucoup de femmes qui enseignaient dans les cercles de femmes. Il y avait aussi qui écrivaient, mais qui, par humilité, ne signaient pas leurs textes. Ce qui veut dire que l'absence de textes signés par les femmes n'est pas la preuve d'absence d'écrivains qui sont les femmes. Ensuite, et je voudrais vraiment insister sur ce point, l'oralité. Souvent, on pense que l'histoire de l'érudition est simplement une histoire de la textualité. Mais en réalité, l'oralité a toujours joué un rôle important dans le processus de transmission des savoirs. Et si je prends l'exemple de mon grand-père, Cheikh Ibrahim Niass, il a donné plusieurs exégèses du Coran. Il a donné une exégèse entièrement en arabe qui a été publiée, donc qui a été, après les cassettes ont été retranscrites et publiées sous forme d'une encyclopédie de première édition de 6 volumes, deuxième édition de 10 volumes, n'est-ce pas, où c'était essentiellement en arabe. Mais il a aussi fait une exégèse entièrement à Wolof et de même niveau d'érudition. Donc ce qui veut dire que l'idée même qu'il y a une hiérarchie dans la transmission du savoir islamique, que l'arabe serait supérieur aux langues africaines, en fait, peut être battue en brèche si on prend le soin de suivre attentivement l'œuvre des intellectuels qui ont écrit aussi bien en arabe et qu'en langue africaine, qui ont enseigné aussi bien en arabe qu'en langue africaine. Et il y en a beaucoup qui écrivaient en langue, et en arabe et en langue africaine. Il y a des intellectuels mourides comme Cheikh Moussa Ka, Samba Diarra Mbaye et d'autres, et qui, n'est-ce pas, étaient des lettrés, qui connaissaient bien l'arabe, mais qui ont préféré écrire en langue africaine. Voilà, donc ce qui veut dire que l'oralité a toujours été très importante, et aussi en matière de transmission du savoir, il faut voir qu'il y a des savoirs, n'est-ce pas, qui circulaient par les textes, qu'on pouvait enseigner à tout le monde, mais il y a d'autres savoirs qu'on considérait comme réservés à une élite en mesure de les comprendre. Et la transmission de ces savoirs n'a pas forcément de laisser de traces écrites. Et ces savoirs étaient transmis par des hommes comme par des femmes qui pouvaient enseigner à des hommes et à des femmes. Donc ça veut dire l'étude de la contribution des femmes à l'histoire intellectuelle, si elle se limite simplement à chercher dans les manuscrits qui ont été préservés, celles qui sont signées par les femmes, en fait, risque de nous induire en erreur. Alors, moi, je crois que vous avez répondu à toutes mes questions. Vous avez même dépassé toutes les attentes que j'avais. Et vous avez même fait mieux. Vous avez déjoué, anticipé sur les questions que j'allais vous poser. Et donc, vous avez répondu à tout. Et donc, il ne me reste plus qu'à peut-être donner la parole à nos invités, à ceux qui sont là pour leurs contributions, leurs questions. Voilà. Ayant perdu ma grande sœur, je devais être présent, mais l'importance que j'accorde à cette séance d'écoute et de transmission et d'écoute du savoir est à tel point que je ne pouvais pas m'y soustraire, et j'ai préféré donc me rendre là-bas dans l'après-midi. Le professeur Ousmane Kane, que je connais à distance. Une fois, j'aurais pu avoir l'honneur d'avoir un contact direct avec lui. C'était dans le cadre de l'anniversaire du musée des civilisations noires
organisé il y a quelques années à travers deux grandes tables rondes, le matin et l'après-midi. J'avais participé donc à celle du matin, où il y avait presque 11 intervenants, dont Souleymane Bachir. Et l'après-midi, c'était donc à son tour pour la deuxième table ronde. Malheureusement, je ne pouvais pas attendre parce qu'il y a le vieux Malo Camara qui m'avait invité chez lui, et invitation franchement que je devais honorer par ma présence. J'ai regretté de n'avoir pas pu donc l'attendre, mais qu'il sache que c'est compte tenu de toute l'estime que nous avons pour lui et de toute l'admiration que nous avons franchement fait de cette présence une obligation avant de nous rendre d'ailleurs à celle-là qui est aussi une autre obligation. Donc professeur, c'est un grand honneur d'être en face de vous et vous faites fierté au vôtre. Vous faites fierté à votre famille, vous faites fierté vraiment à l'intelligentsia d'une manière générale. Ce qui m'a surtout séduit dans son approche, c'est d'avoir cette astuce-là, cette force secrète d'aider les gens à se décomplexer. Moi, j'aime bien son approche. C'est-à-dire qu'il aime remettre en cause l'ordre établi, mais en accent ça sur la science. C'est surtout ça qui me séduit de sa part. Quand il parle de décentrer, quand il propose de décentrer les vues, les approches, et quand vous voulez mettre en regard cela à une autre approche que vous devez éviter par exemple qu'on ait un regard rétrospectif ou une conservation rétrospective, mais écoute, on peut couper la poire, on peut même les concilier. C'est-à-dire lui, je propose le modèle suivant pour mieux me faire comprendre. Nous avons, par le passé, des intellectuels non orophones, ce qui est évident, qui n'ont pas fait de l'arabe une langue étrangère, mais qui ont considéré l'arabe comme une langue de la famille, soit négro-africaine, soit arabo-islamique. Alors, considérant donc l'arabe comme membre de la même famille que les autres langues, ils ont créé, à travers le majalis, un pont très souple, c'est-à-dire qui nous permettait de passer de l'arabe direct à nos langues. Si bien qu'on formait l'intellectuel arabophone, de sorte qu'il puisse traduire mot à mot tous les ouvrages qui étaient enseignés dans les majalis. Ce qui est différent du modèle occidental. On voit un grand intellectuel francophone qui n'est pas capable de retransmettre le savoir appris à l'école française, occidentale, dans sa langue. Ce qui n'était pas le cas. Les grands intellectuels, les premiers intellectuels, ils avaient cet art-là de pouvoir passer de l'arabe à leur langue en transmettant le même savoir. De sorte qu'on pouvait avoir de grands érudits, de grands oulémas, non arabophones même, je veux dire, mais c'est-à-dire qu'ils ne parlaient pas pas très bien en arabe, mais qui détenaient pratiquement le même pouvoir, la même capacité scientifique, comparé aux autres arabes. Il y en a tellement. On voit de grands érudits ici qui ne pouvaient pas écrire directement en arabe. Donc il a raison de souligner ça. Ça, il faut donc décomplexer, que les gens sachent que nous étions appropriés de l'arabe. Nous n'avions pas fait une langue étrangère. Alors l'autre, pour maintenant montrer cette approche importante, on considère maintenant le système français ou occidental d'une manière générale. Qu'est-ce qu'on nous faisait à l'école occidentale au début donc du siècle, de l'indépendance, même avant? Qu'est-ce qu'on nous disait? Vous êtes à l'école, on mettait le symbole, on nous interdisait de parler autre que la langue occidentale. Disons français parce qu'on est au Sénégal. On nous interdisait de parler à l'école une autre langue que le français. C'est maintenant qu'on a compris que cela a contribué à nous rendre complexés. Nous en sommes arrivés à un stade où parler même nos langues peut signifier la honte. On a même honte de s'exprimer dans nos langues. Ça, c'est créé par le modèle occidental. Ce qui n'était pas le cas.
un grand réduit arabophone, comprenait l'arabe, mais transmettait ça dans sa langue aux élèves. Donc, dans les majalis, qui étaient les écoles publiques, les séances publiques de transmission du savoir, les gens, ils travaillaient en même temps avec l'arabe et nos langues. En pulaar, en manding, etc., etc. Mais à l'école française, ce n'était pas le cas. On nous battait même, ou on nous donnait une corne là, à titre diabolisant, pour nous dire, mais vous n'avez pas le droit de parler une autre langue que moi. Cela, aujourd'hui, nous a rendus complexés ou inférieurs même dans notre conscient par rapport aux Occidentaux. Ce qui est à corriger. Donc ce n'est que par cette approche-là qu'on devrait corriger cela, pour amener les intellectuels francophones à ne plus être complexés, à ne plus se sentir inférieurs en parlant leur langue. Il faut que maintenant on apprenne à faire du français juste un support pour pouvoir peut-être se former, mais aussi afin de créer, un canal de transmission propre à nos langues mêmes. C'est pourquoi j'ai regretté qu'en 1975, l'élan qui avait été pris par le sage de Ngatch, derrière Kaolack, lui qui avait inventé l'alphabet là, le caractère wolof pur, qui n'était ni latin ni arabe, malheureusement, on n'a pas développé, c'est resté à l'état. Mais c'est en 1975, à l'époque, dans le Soleil, c'était à la une, il a inventé donc un alphabet typiquement wolof qui n'avait rien à voir avec ni l'arabe ni le français. Je crois que c'est des initiatives comme ça peut-être qu'on pourrait créer, ce qui nous permettait de sortir directement de ces carcans-là, qui nous rendent peut-être complexes ou pas. Alors donc, pour terminer, encore une fois, pour appuyer ce qu'il disait, la transmission du savoir, même sans les manuels, ça existait et ça a pourtant donné. La charte du Mandé, en 1236, elle existait, mais elle n'a pas écrit dans une langue déterminée. C'était transmis par l'intermédiaire de griots gelés, qu'on appelait les gelés. Jusqu'en, je crois, 13 000, en tout cas, vers la fin du XIIIe siècle, finalement, on a décidé de transcrire ça en 3 langues. D'abord, il y a l'alphabet arabe, effectivement. Ensuite, le manding, je crois. Et le NK, j'ai oublié, c'est ce qui sert aujourd'hui à transcrire le malinké. J'ai oublié le nom, c'est NK, je ne sais pas quoi. En tout cas, il y avait 3 langues qui avaient été, 3 caractères du monde, 3 alphabets, qui avaient été choisis finalement pour écrire. Mais auparavant, ce n'était pas transmis à travers des manuels ni une langue déterminée. Pourtant, ça s'est conservé. Donc, on n'a pas de complexe. Ça marchait. Nous avions notre forme d'organisation. Peut-être qu'il faut adapter à l'époque moderne. Mais cela ne veut pas dire qu'on devrait aujourd'hui faire la négation de tout un système de valeurs liées à notre système éducatif qui nous est propre à nous Africains. Monsieur donc le professeur, c'était vraiment aujourd'hui une belle occasion pour peut-être me réconcilier avec cette envie que je n'ai jamais pu toucher tactilement. Alors maintenant, c'est chose faite. Donc je me réjouis de cette occasion et je remercie ceux qui m'en ont donné effectivement la chance. Voilà tout ce que je voulais dire. Merci. Donc je suis Cheikh El Hadj Ndiaye, guide de la Zawiya Fayda Tijaniyya de Dakar Plateau. Merci beaucoup. Ce que je vais dire partira plus du cœur que du cerveau. Tout à l'heure, la présentatrice Madame Ba a commencé par dire qu'elle ne connaissait pas beaucoup du père du professeur Ousmane Kane. Le tonton Oumar Kane, qui est de la famille de Ahmed Diouldé Kane, précurseur de l'islam au Sénégal. Il est enterré à Gagny, de l'autre côté, la rive droite. Et c'est lui qui a donné naissance, en tout cas, à tous ses enfants, Ahmed Diouldé Kane et Paté tous, que tu connais, M. Ndiaye. Le Dimar, il a donné aussi Eliman Boubacar, qui est mon grand-père, qui a été le résistant pendant 30 ans, 35 ans, contre la pénétration coloniale française, qui a donné aussi toutes les familles Kane que vous entendez le long de la vallée.
c'est une famille d'érudits et qui, ce Eliman Boubacar a enseigné, a été le maître de El Hadj Oumar Foutiyou Tall aussi. Donc vous comprenez que ces convergences au niveau des grandes familles patriciennes et religieuses du Sénégal sont effectivement le fondement de nos nations aujourd'hui. Je suis quelqu'un, je ne suis pas historien. Vous serez étonné que je révèle aujourd'hui mon petit parcours avant de connaître le professeur, de le rencontrer à New York. Je suis de ceux qui étaient au niveau du mouvement élève déjà au lycée Faidherbe, avec l'assassinat de Amilcar Cabral, qui ne sont pas venus à la politique, mais c'est la politique qui est venue à nous, avec ces traces que vous voyez, avec des manifestations sur le pont Faidherbe en 1973, lorsqu'il a été assassiné à Conakry. Donc j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque les Samba Dioul de Tcham, les Simon Pategui, on était dans la clandestinité. Nous nous sommes jetés donc dans cette voie révolutionnaire, jusqu'à découvrir finalement que ce marxisme-là n'était pas nôtre, par des voies quelquefois même mystiques de nos pères que nous retrouvions au Fouta. Donc lancé dans ce motif, j'ai fait le journalisme, parce que c'est ce même pays qui m'avait emmené en Roumanie. Nous sommes dans la clandestinité. Quand je suis revenu au Sénégal, je me suis retrouvé avec Babacar Sine dans le même comité de rédaction et les Moustapha Kassé. Et par le jeu des hasards, je me suis retrouvé à l'étranger. 10 ans donc, de presse écrite et 10 ans par hasard de presse communautaire parlée à New York avec le WPAT 930 AM. C'est là où la rencontre avec Linda Beck, qui était du corps de la paix, qui a rencontré son époux Marc Beck à Chilogne, parce que nous avions un cousin, Mohamed Moustapha Kane, qui était un historien également, que j'aimais beaucoup. Et dans une rencontre à Polar Speaking, elle m'a dit que vous avez un cousin à Columbia. Quand il a parlé je dis que je ne le connais pas, mais son papa, le tonton Oumar Kana à Dakar, je le connaissais. Et je connaissais également la mère Maria Magnas. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, tenez-vous bien, et tout de suite, l'idée d'une bibliothèque de Polar Speaking est venue de lui. Il a été le premier à nous donner un jet de livres que nous avions alimenté à l'intérieur du building de Polar Speaking. Et depuis lors, il quittait Columbia le soir pour venir apprendre le polar. Tout à l'heure, il parlait de Mamoudou Lamine Diack, mon cousin Mamoudou Lamine Diack. Voilà un homme, contrairement à beaucoup d'intellectuels, il s'est engagé, il venait le soir enseigner l'anglais aux émigrés et en même temps apprendre le polar. Il était professeur et élève en même temps. Je ne pouvais pas ne pas le dire. Nous avons beaucoup à apprendre de lui. Et tout à l'heure, lorsque vous avez... Je suis pas historien, mais je m'engage et je voudrais que lui, parce qu'il faut qu'il retourne au Fouta, nous avons des projets. Au niveau du Dimar, nous avons ce qu'on appelle le patrimoine tout le Dimar, qui est engagé avec les professeurs Wourissal, les Mamoudou Ablaïsi. Je leur avais promis, même le professeur Ibrahim Tchoub s'était engagé à le faire. Il faut absolument qu'au niveau du Fouta, ce musée des itinéraires soit effectivement mis en place. Le Tabital Poulagou s'est engagé là-dedans. Et je sais très bien qu'avec son retour, maintenant qu'il a un peu plus de temps, ce qu'il a à faire, son rôle dans la démarche intellectuelle et le retour des itinéraires du Fouta, des États-Unis et du Sénégal jusqu'au Fouta, passant par l'université Pir Sagnakhor, où nos grands-pères, justement, cette révolution du Fouta a mûri, s'est développée. Je pense que son rôle aujourd'hui, quand je le revois, c'est une demande pressante qu'avec ses collègues, qu'il puisse effectivement retourner au Fouta parce que son père vient de là-bas. Et désormais, la prochaine présentation, les Foutanké seront nombreux dans cette salle. Je vous remercie.
Voilà, merci. Je vous remercie. Je m'appelle Mademba Ndiaye et on m'appelle As. Parce que je crois que c'est une tradition dans nos familles. Il paraît que c'est les tariqas qui ont fait qu'on a laissé tomber nos noms traditionnels pour prendre les noms musulmans. J'ai entendu ça à la radio. Comme je m'appelle Mademba, peut-être que ma famille religieuse a estimé que As était plus sérieux que Mademba. Bon, enfin bref. Mais vraiment, j'ai été assez impressionné par tout ce que vous avez dit. Et je pense que, en vous écoutant, je pensais beaucoup à Souleymane Bassirou Diagne. C'est-à-dire avoir l'art de rendre simple ce qui est complexe. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand tu les écoutes, tu as l'impression que tu es intelligent, parce que tu comprends ce qu'ils disent. Il y a des gens, ils te font des discours, tu ne comprends rien. Mais quand des gens qui sont reconnus par leur savoir parlent de choses qui te permettent toi de comprendre, je pense que tu es quelque part, tu es très content intérieurement de comprendre cela. Je dirais aussi, parce que vous avez fait référence beaucoup à Bachir et à l'enseignement des femmes, mais ça, je ne vais pas revenir sur ça. La grand-mère de Souleymane Bassirou Diagne, Rokhaya Sall, enseigne aussi le Coran à Saint-Louis. Et donc, cette tradition d'avoir des femmes qui enseignent, je pense que ça date de longtemps. Mais je ne voudrais pas aussi que par je ne sais pas comment dire, la vérité historique aussi, c'est que les femmes dans nos cultures n'étaient pas en situation véritablement d'apprendre et d'enseigner. Et d'ailleurs, quand on donne des exemples, on donne toujours des exemples de Maria Magnas, de Rokhaya Sall, des gens qui sont contemporaines pratiquement. Je ne pense pas qu'au XVIIe siècle, que nos femmes, on les permettait d'être avec les hommes pour apprendre. Ça, je n'en suis absolument pas sûr. Je ne peux pas le démontrer cependant. Mais il y a des évidences que vous dites, et moi c'est ça qui me frappe. Par exemple, l'évidence que j'ai lu récemment dans quelque part les langues les plus parlées en Afrique. Swahili, Fulani, Oromo, etc., etc. Personne n'a cité l'arabe. Et ça, c'est très curieux d'ailleurs. Or, l'arabe, pour moi, est une langue africaine. C'est une évidence, puisqu'il y a 200 millions de personnes qui n'ont que ça comme langue. Moi, je ne peux pas considérer l'arabe, en ce qui me concerne, même si je le parlais ou même si vous le parlez, comme votre langue africaine, parce que vous avez le Wolof, vous avez le Sérère, vous avez le Pura, autre chose. Mais les 200 millions de gens qui n'ont que l'arabe comme langue sont des Africains. Donc, pour moi, l'arabe est une langue africaine. Et ça, je pense que c'est une petite évidence que les gens, quand même, oublient, et que cette langue n'est pas nécessairement une langue islamique. Il me semble même, mais vous avez fait des études certainement sur ça, que en fait les Arabes ne sont pas venus avec l'islam. Les Arabes étaient là avant l'islam. Donc en fait il y a des Arabes qui se sont convertis à l'islam ici en Afrique. Et donc je pense que c'est finalement cette conception de... c'est normal aussi d'une certaine façon d'allier l'arabe à l'islam qui a fait peut-être que le savoir endogène du Sérère, le savoir endogène de quelqu'un qui n'est pas musulman, n'ait pas été transcrit parce qu'il ne voulait peut-être pas utiliser les caractères arabes qui permettaient aux Wolof, aux Sérère, qui permettaient aux musulmans africains de parler de médecine, etc. Eux n'ont pas voulu peut-être le faire en disant si je le fais avec des caractères arabes, je trahis d'une certaine façon ma tradition non islamique. Je pense que ça également, c'est un problème. J'ai aussi appris, en vous écoutant d'ailleurs, c'est très intéressant, je crois que ça également, ça fait partie des éléments qu'il faut véhiculer, qu'on a eu des livres écrits avant l'islam, disons avant la colonisation, par des érudits qui étaient vivants en Égypte ou ailleurs et qu'on les avait déjà ici. Ce courroie de transmission créé par les pèlerins, je crois aussi, est quelque chose de très important. Également important, et ça aussi, je crois que c'est notre critique à nous autres, j'allais dire europhones. Mais l'Afrique n'a pas commencé avec la colonisation. La colonisation, c'est 300 ans. Avant ça, quand même, il y a eu des millénaires où les gens... En Afrique, ce n'est pas 300 ans. En Afrique, c'est au tournant du XXe siècle.
Peut-être qu'en Asie, depuis le milieu du XVIIIe siècle, Oui, mais en Afrique, bon, parce que pendant longtemps, ils étaient juste disons moins, basés sur la côte, peut-être, mais ils avaient colonisé que 10% du territoire africain tout à fait. jusqu'au XXe siècle. Tout à Donc la colonisation, vraiment, c'est un phénomène du XXe siècle. absolument. Donc, du coup, nous enlevons de notre mémoire toute cette période avant. Et on fait comme si c'est quand le blanc est venu avec l'écriture, l'école, machin, qu'on a commencé nous à réfléchir. Alors que, nécessairement, c'est-à-dire que humainement, il y a une très longue période où les gens ont produit. C'était bien ou mauvais, ça c'est autre chose. Mais où les gens ont produit, ont pensé, ont transmis, etc. Mais ça également, on l'oublie. Maintenant, je viens seulement à une ou deux questions. La première, mais ça c'était en référence aux bibliothèques. Il m'a semblé que El Hadj Omar lui-même était venu à Pire visiter la bibliothèque. Et là, j'ai fait un rapport avec ce que vous avez dit en disant que les pèlerins amenaient des livres. Peut-être qu'ils avaient amené des livres sur l'art de la guerre. Et que El Hadj Omar était parti là-bas pour voir ces livres-là, pour pouvoir après faire sa guerre, par exemple. Et je pense que l'autre chose, c'est les universités islamiques. Je suis pour la diversité, mais je suis voisin d'une université islamique, moi, chez moi. Grande université, vraiment, avec toutes les commodités. Mais c'est un contre-savoir par rapport à l'islam malikite. Et donc ça également, cette transmission du savoir, cette variété du savoir qu'on transmet aujourd'hui au Sénégal, je crois aussi qu'on devrait en discuter quelque part. Ensuite, quand j'écoute Rawane Mbaye peut te parler 2 heures, tu n'entendras pas un seul mot d'arabe. Tu as même l'impression qu'il ne comprend pas arabe. Comme vous l'avez dit avec Cheikh Ibrahima Niasse. La même qualité qu'il a dans l'érudit quand il parle arabe, c'est la même qualité qu'il a quand il le fait à Wolof. Rawane Mbaye est un peu comme ça également. Et c'est pourquoi je taquine toujours mes imams en leur disant mais vos sermons en arabe là, vous ne pouvez pas les faire court. Comme on ne les comprend pas le vendredi à la mosquée, là, faites court quoi. Et je pense que ça aussi, je pense qu'il y a quelque chose à dire, vous les intellectuels. Mais ma grande question, Ousmane, professeur Kane. Ousmane, non? Ousmane, est-ce que vous pensez que vous aurez fait tout cela si vous étiez resté au Sénégal? Est-ce qu'on ne vous aurait pas rapidement mis un turban? Vous êtes le fils de Sokhna Mariama Niasse, vous êtes descendant de Cheikh Khalifa, vous mettez vos turbans et vous recevez des hadiyas. Est-ce que ces gens qui sont issus des familles religieuses ont la possibilité de s'échapper et de faire du travail, j'allais dire laïque, entre guillemets, sans s'éloigner physiquement, même du Sénégal? Et ça, vraiment, c'est une question qui m'intéresse parce que je sais qu'il y a beaucoup de savoir là-dedans, mais peut-être que en laïcisant, en popularisation, je pense qu'on va beaucoup gagner dans ce que nous faisons. Voilà. Mais je vous remercie et j'ai été un peu disparate, mais c'est comme ça. Merci beaucoup, professeur Kane. Merci beaucoup, madame la modératrice. Merci à tout un chacun pour vos brillantes interventions. Je suis madame Khady Camara, écoféministe et présidente de l'association Vacances Vertes au Sénégal. Alors, franchement, j'ai été bluffée par ce sujet qui touche les langues. Parce que d'habitude, moi, dans le cadre de mes activités, je refuse même de parler français. Je parle toujours Wolof pour pouvoir accrocher mon cœur des cibles. Parce que je considère, je ne sais pas si vous partagez, ne pensez-vous pas, professeur, que ces langues étrangères qui ont été imposées à l'Afrique constituent aujourd'hui le frein au développement de notre continent? Parce que parler une langue étrangère, c'est comme nous imposer de penser autrement sur tous les plans. Et depuis les indépendances jusqu'à ce jour, on peine à décoller. Et moi, il y a toujours quelque chose qui m'a toujours dit, c'est le fait de parler ces langues, de penser dans ces langues, qui constitue aujourd'hui le véritable frein pour le développement de l'Afrique. Et pour rebondir sur ce que disait monsieur tout à l'heure, moi je pense que pour ce genre de conférences, pour ce genre de discussions, de débats,
ça aurait été bien quand même parce que c'est diffusé à la télévision aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc ça part très vite et jusqu'au fin fond du Sénégal, les gens peuvent nous suivre. Ce serait beaucoup plus intéressant de faire ce type de débat en Wolof pour que tout le monde puisse être bien informé que de le faire en langue française. Et pourquoi pas, Monsieur Won, une petite suggestion, faire des transcriptions, des traductions en français et en anglais, mais que ça soit fait vraiment en langue nationale. Je vous remercie de votre attention. Voilà, c'était juste pour rassurer M. Ndiaye. Oui. Voilà, je m'appelle Hadija Touba. J'ai connu récemment le professeur Ousmane Kane. Voilà, et là, j'ai vu la publication hier sur Facebook. Et j'ai vu les duos, votre duo. J'ai dit, voilà, là, je dois y aller. Pour encore apprendre de lui et de vous aussi, Madame Ba. Voilà, ça fait vraiment un plaisir et je suis vraiment là, très heureuse et j'ai beaucoup appris encore. Parce que je travaille sur la poésie orale religieuse Peul. Je suis en première année de thèse en études africaines francophones. Et là, mon sujet de recherche porte sur les beiti. Les beiti pulaar, oui. La poésie d'inspiration islamique au Fouta Toro. Et là aussi, j'ai appris ce que j'avais le plus besoin, c'est de contextualiser. Là, il en a parlé de l'impact de l'islam et de l'arrivée de l'islam dans la société africaine. Et là, on constate, avant on parlait de la poésie traditionnelle, on parlait du pécan, de l'élé, le fantang. Et là aussi, il y a les beiti. Il y a peu de gens, moi j'ai connu les beiti à l'université. Vous voyez, nombreux sont les enfants ou bien les jeunes filles, pendant les mariages, on entend les chansons des sandabe, des sanda. Mais on ne comprenait pas ce qui est à l'intérieur. Et là, c'est l'objectif, c'est de faire découvrir les gens l'importance des beiti et le rôle qu'a joué les beiti pour l'émergence de l'islam. Vous voyez, parce qu'avant, les gens ne comprenaient pas arabe. Donc, ce que faisait notre marabout. Et là, les griots. Avant, c'était les griots qui chantaient. Maintenant, les griots se sont rapprochés des marabouts, des érudits, pour faire des éloges du prophète Mohammed et aussi pour expliquer les serments, les textes religieux, mais en pulaar. Parce qu'avec la langue, ça passe très facilement et la société comprend plus vite. Vous voyez? Donc, c'est sur cela que je travaille et j'étais venue juste, comme je l'ai dit, pour apprendre. Bravo. Et j'ai beaucoup appris. Merci. Bravo. Vous voyez, quand les femmes parlent, vraiment, on voit tout ce que la société gagne à laisser les femmes parler. C'est passionnant ce que vous dites. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord remercier M. Won de nous donner cette occasion d'avoir professeur Ousmane Kane, Cheikh Ousmane Kane en direct devant nous. Moi, j'ai une question. Après regarder le film documentaire que le professeur a réalisé lui-même, de parler, avant d'arriver à cette question aussi, vous me permettez de citer un poète arabe égyptien pour cette occasion donnée par Amani TV, qui est appelé même l'émir des poètes, Ahmed Shawq, qui disait Badiril fursata wahsar fawtaha fa inna buluqa al-issi fi naylil furas. En avoir l'occasion, vous pouvez atteindre les sommets, seulement en avoir l'occasion en les exploitant. C'est pour ça que je voudrais poser cette question à professeur Ousmane. Je pouvais lui poser cette question à la maison, parce que moi, je le connais à travers la famille. Je voudrais savoir, professeur, les deux centres que vous avez parlé dans le film documentaire, Jenin et Tombouctou. L'un est centre de connaissances, l'autre est centre d'affaires, business comme Jenin. Je voudrais savoir
les convoyeurs de marchandises, si on parle business, il y a le marchandise. Les convoyeurs de business, c'était des Africains. C'est sûr que ceux qui acceptent, c'est des Africains, des habitants, mais les convoyeurs, c'était des Africains ou des Occidentaux, comme ce qui se passe aujourd'hui, ou c'est des Africains qui allaient chercher les marchandises en l'amenant ici, comme actuellement nos concitoyens qui allaient en Chine, aux États-Unis, en Italie. Et est-ce que c'était qui c'était les convoyeurs? Et le centre de connaissances, vous avez beaucoup développé sur le Behind Tombouctou, on a beaucoup voir. Mais vraiment, c'était ça ma question, de savoir exactement à regard de Djinin qui étaient les convoyeurs d'affaires. Après que je vois aussi le diaspora africain aux États-Unis, en Amérique, je voudrais vous demander ici solennellement de faire la même chose en Italie. Moi, je suis Cheikh Omar Niane, Modou en Italie. Je vous remercie. Salam alaikum. Je pense que la dernière question que vous aviez posée, ou en tout cas vous vouliez poser, Fatimata, c'est concernant Ngugi wa Thiong'o et ce qu'il dit sur les langues africaines. Et bien sûr, cette question est revenue dans les préoccupations des intervenantes Hadi et Madame Ba. Bon, moi je ne serai pas aussi pessimiste que vous, Madame, en disant qu'on doit se débarrasser des langues étrangères. Je pense que ces langues-là peuvent nous enrichir, mais à condition que l'on ne renonce pas à nos propres langues. Et puisque vous avez parlé de Ngugi, M. Ndiaye a parlé du symbole. En fait, Ngugi aussi explique que quand ils étaient à l'école primaire et qu'ils parlaient en anglais, on leur mettait un symbole. Nous, on a connu ça aussi à l'école. Moi, j'étais élève à l'école Clémenceau et sûrement des gens de ma génération savent ce que c'est que vous parlez le Wolof, on vous met le symbole. Et quand vous commettez l'erreur de vous exprimer dans un effort châtié de ma génération, mais de qui c'est un broussard celui-là. Non, maintenant, ça a changé avec la presse privée. Et maintenant, l'effort que fait, n'est-ce pas, que font les journalistes pour tout traduire en français. Mais avant, quelqu'un qui parlait très bien en Wolof était la risée de la classe. Personne n'osait. Donc, ça veut dire que c'est exactement ça. Alors que dans le cadre de l'érudition islamique, un érudit doit enseigner ou être en mesure d'enseigner en langue africaine ce qu'il a appris en arabe, ce qui fait qu'il développe non seulement une compétence en arabe, mais aussi dans sa langue. Et je vous assure, j'ai parlé du tafsir de mon grand-père Cheikh Ibrahim, du tafsir au Coran, mais si vous regardez, si vous écoutez le tafsir en arabe, vous écoutez le tafsir en Wolof, vous ne pouvez pas déduire que le tafsir en arabe est d'un plus grand niveau d'érudition. C'est-à-dire que tous les exégètes et les enseignants en Wolof, en Pulaar, en Manding, en d'autres langues, n'est-ce pas, développaient un lexique pour pouvoir, n'est-ce pas, exprimer dans leur langue tout ce qu'ils avaient appris en arabe. Donc c'est un système qui n'était pas seulement, qui ne consistait pas seulement à apprendre l'arabe, mais aussi à développer sa compétence dans les langues africaines, alors que c'est tout à fait le contraire dans le système occidental, ou en tout cas du temps où nous on était à l'école, où on nous interdisait, et où on nous punissait si on parlait le Wolof. Mais en même temps, ces langues peuvent nous enrichir. Et le fait d'avoir une compétence en Wolof, en français, en arabe, en anglais, donc je crois que ça nous enrichit. Mais en tout cas, un peuple qui va se développer par l'usage d'une langue occidentale, d'une langue étrangère, ça, on n'en connaît pas. Donc ça veut dire que si nous, on veut sortir du cycle du sous-développement, il faut qu'on puisse enseigner à nos enfants à penser dans leur propre langue, à s'exprimer dans leur propre langue. Et je crois que c'est un effort, les décideurs en sont conscients et donc ils œuvrent à cela. Ça va peut-être prendre du temps, mais il faudra qu'un jour ou l'autre, que l'on puisse nous exprimer dans ces langues. Il faudra que
qu'on arrive par exemple à faire ce que fait le Canada, où par exemple il y a les francophones, il y a les anglophones, mais on demande d'exprimer tout en français et en anglais. Il faudrait un remembrement des savoirs. Il faut créer des passerelles qui permettent aux détenteurs de différents savoirs de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger. Ils le font dans une certaine mesure, mais il faut vraiment il faut continuer l'effort. Et maintenant, la question de As, Mme Ndiaye. Alors, oui, donc ça, c'est, je crois que très probablement, mais peut-être pour la raison suivante, parce que moi, donc, mes recherches sont transdisciplinaires, ne sont pas limitées à une discipline donnée. Donc, si bien que j'ai été professeur de sciences politiques, d'études internationales, de langue et de civilisation du Moyen-Orient, de l'islam contemporain et d'études africaines et afro-américaines. Et cette flexibilité, je pense que n'est pas possible ici dans notre système, où tout est organisé en discipline. Soit on est professeur au département d'arabe, ou on est un professeur à la faculté de droit, où on est professeur en anthropologie, etc., etc. Alors qu'en Amérique, on peut être professeur avec des, on peut être nommé dans plusieurs départements. On peut avoir un poste qui est divisé en 2 ou 3 départements, ce qu'on appelle split appointment. Split appointment, voilà. Donc ça, c'est possible. Mais ça, je crois qu'au Sénégal, ce n'est pas demain la veille, hein, où je pourrais être prof dans 3 facultés de différentes disciplines. Ça, je crois que ce n'est pas demain la veille. Bon, mais en tout cas, moi, je pense que la situation est beaucoup plus fluide qu'on le pense, que les intellectuels sont souvent des intellectuels hybrides. Ils peuvent participer à plusieurs réseaux d'apprentissage. Par exemple, si vous allez en Mauritanie, vous pouvez voir des élèves qui fréquentent l'école moderne, n'est-ce pas, pour avoir des diplômes. Et le soir, par WhatsApp ou par Skype, ils étudient avec un maître qui est basé, des textes anciens, avec un maître qui est basé dans le village. Et on sait qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui sont... moi, j'ai formé des gens qui, n'est-ce pas, font des études islamiques, ils font leur master. Après, ils décident d'arrêter 1 ou 2 ans pour aller en Égypte, ou une période plus longue. Ils étudient en Égypte pendant plusieurs années, car ils savent que la maîtrise qu'ils veulent avoir de l'arabe et de la théologie, peut-être serait difficile dans des écoles, dans le contexte moderne. Ils vont là-bas étudier en Égypte, au Yémen, en Mauritanie, etc. Après, ils retournent à l'académie pour faire leur thèse. Donc, il y a cela aussi, quoi, que le système est très, très fluide, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et peut-être qu'il y a des maîtres aussi qui écrivent essentiellement en arabe, dont certains font un effort pour publier des textes en français pour se faire traduire. Donc, en tout cas, le système est quelque chose qui est en constante recomposition. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de figé, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles le professeur n'a pas répondu? Il y a ma question par rapport au film documentaire qui s'appelle Hajj, oui, voilà. 4 générations de plaire ouest africaine au Nissan. Voilà, oui. Donc merci d'ailleurs Abdel de l'avoir publié. Donc c'est un documentaire que j'ai fait sur le pèlerinage et la transformation du pèlerinage pour montrer qu'avant, donc pour illustrer ce que j'ai dit en fait, qu'avant c'était lié à la quête du savoir et ça pouvait être très long, donc 2 ans aller, 2 ans retour minimum, souvent ça pouvait même prendre une dizaine d'années. Mais donc au début, j'ai parlé donc aussi des rapports transsahariens avant que le centre de gravité, n'est-ce pas, du commerce en Afrique ne bascule du Sahara à l'Atlantique avec la montée donc, des puissances navales européennes, n'est-ce pas? Et donc, sa question est de savoir les marchandises. Est-ce que c'était des marchandises qui étaient écoulées par des Africains? Parce que souvent, les marchandises étaient acheminées à chameau jusque vers Tombouctou, puis après, souvent en bateau, sur le fleuve vers d'autres régions. Et la question est de savoir si c'était des Africains, mais la notion... L'origine des marchandises aussi. Bon, l'origine des marchandises, chaque région du monde échangeait quelque chose, quoi. Donc, par exemple, l'or, le sel, et
Et bien sûr, malheureusement, les esclaves aussi souvent provenaient d'Afrique et de l'Afrique du Nord. On avait du papier, on avait des livres et des produits donc de ce type. Mais la notion même d'Africain, il faut savoir que c'est une invention largement contemporaine, hein, car la plupart des auteurs, par exemple, ils disaient qu'ils s'identifiaient à un territoire. Ils n'avaient même pas souvent une identification ethnique. Ils ne disaient pas Man Wolof là. Ils disaient que Man Jolof Jolof là, Man Saloum Saloum là, Man Kajor Kajor là, Man Sin Sin là, etc. Donc c'était des identifications territoriales. Les identifications ethniques étaient largement une création coloniale. Et il n'y avait pas non plus, chez la plupart des Africains noirs, ce sentiment d'appartenir à un continent qui s'appelle l'Afrique. Donc les gens avaient plutôt des identités territoriales. Et bien sûr, les rapports avec les Arabes aussi n'étaient pas aussi tranchés qu'on le dit, qu'il y avait les Arabes esclavagistes et les Noirs victimes des esclaves. Donc il y a eu, donc ce sont des rapports donc, qui ont été caractérisés, qui ont été parfois consensuels, parfois conflictuels. Donc le commerce, les échanges spirituels, intellectuels et tout ça, mais bien sûr l'esclavage, la violence, etc. Tout. Donc c'est beaucoup plus complexe. Mais en tout cas, la notion d'Africain, cette notion que nous avons maintenant, que nous sommes des Africains, nous appartenons à un continent, si vous allez vous référez à des textes plus anciens, on ne signait pas comme moi je suis un Africain noir, il n'y avait pas ce type d'identité. Ce qu'il y avait comme identité, c'était des identités territoriales, n'est-ce pas? Où moi je suis ceci, cela. Donc voilà. Donc, mais bon, il y avait du tout, hein, peut-être. C'est-à-dire que des Marocains pouvaient venir échanger des marchandises à Tombouctou et les y vendre, et vice-versa. Et comme vous le savez, donc, au XVIIe siècle, la dynastie saadienne du Maroc avait envahi Tombouctou. Et c'est ça qui a provoqué, non, au XVIe siècle, 1596, la chute de l'Empire Songhai. Et il y a eu des Marocains qui se sont installés là-bas. Donc vraiment, il y avait circulation des personnes, des textes. Il y avait aussi des métissages. Et donc, les rapports étaient très complexes, parfois consensuels, parfois conflictuels, entre les peuples habitant donc le nord du Sahara, le Sahara et le sud du Sahara. Merci. Je crois que nous allons conclure. Et vraiment, merci pour ce beau voyage passionnant au cœur de la transmission. Moi, j'en retiens vraiment, et puis à travers les contributions vraiment de qualité, encore une fois, que nous avons eues, et les femmes ne sont pas en reste. Moi, j'apprends, je suis tellement heureuse, oui, je suis féministe, oui, bien sûr, mais je suis tellement heureuse lorsque les femmes montrent qu'elles sont à la hauteur et qu'elles ne sont pas à la place qui leur est donnée dans l'édifice étatique. Je reviens là-dessus. Aujourd'hui, les temps ont changé. Hommes et femmes doivent se partager l'exercice du pouvoir politique. Si je peux comprendre qu'à un moment donné, les femmes pouvaient rester à la maison, tout ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Combien de femmes sont chefs de famille? Bon, on ne va pas revenir sur ce sujet. Mais a rappelé qu'à l'époque, les femmes écrivaient, mais ne signaient pas. Voilà, il est temps désormais, moi je pense qu'il est temps qu'elles aient leur signature et que leur signature soit bel et bien posée. Et je dois dire que vous nous avez permis de déconstruire beaucoup de choses. En tout cas, personnellement, j'ai réussi à déconstruire un certain nombre de fantasmes qui sont l'œuvre de la colonisation aussi, il faut bien le dire. Je n'ai plus aucun complexe par rapport aux Français. Mais par contre, je suis très heureuse de voir que l'ensemble des personnes qui se sont exprimées sur ce plateau pratiquent un français académique absolument transparent. Et cela ne nous enlève rien de notre poularité, de notre wolofité, cela ne m'enlève rien. Moi, je suis capable de tenir un débat en poulard.
uniquement en pulaar. Et je suis persuadée qu'il y en a d'autres. Hadija est capable de tenir un débat tout en wolof, sans parler, voilà, et que vous êtes capable aussi de tenir un débat en arabe. Nous ne sommes pas dans un conflit des langues. Tout au contraire, le professeur Ousmane Kane nous a démontré que les langues, elles se fécondent, que les savoirs se fusionnent entre eux pour produire quelque chose. Maintenant, qu'allons-nous faire, nous, aujourd'hui, de ce que nous avons reçu? Lui, il a fait sa part, issu de familles de lettrés. Il a réussi, en allant par-delà les océans, à acquérir un savoir absolument impressionnant qu'il revient mettre à notre service. Qu'allons-nous en faire? Voilà. Et je pense que je vais lui redonner la parole afin qu'il dise son dernier mot. Mais je voudrais vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous nous avez apporté aussi. Remercier tous nos intervenants pour ces interventions, mais vraiment d'une excellente qualité. Voilà. Professeur, à vous le dernier mot. Voilà, en fait, à chaque fois, quand on vient ici, on sait quelque chose déjà, mais en écoutant les autres parler, on apprend. Et donc, je crois que c'est pour ça que je voudrais vraiment remercier tous les intervenants et toutes les intervenantes. Parfois, il y a des choses que je pensais que je faisais sans en avoir une très bonne compréhension, mais maintenant, quand j'entends les autres réagir à cela, ça me permet de mieux comprendre. Donc, je voudrais vraiment vous remercier tous et toutes pour vos différentes interventions, pour les interpellations, pour les questions. Et je vais continuer à réfléchir donc, et à œuvrer donc, à n'est-ce pas, intégrer toutes ces préoccupations dans mes recherches futures. Merci. Merci beaucoup. Et merci à Makan aussi, il a raison, notre compagnonnage remonte de New York, de quand j'allais apprendre la langue pulaar à Pulaar Speaking Association. Merci. Quand on parle de transmission, on parle d'un fleuve. Un fleuve, il va se jeter dans l'océan. À nous de choisir quel océan, quelle mer, dans quelle mer nous allons nous jeter désormais.